The first thing that I had to tell you is that this is a silent conference, which means that it doesn't work if you don't have that small thing with your ears. Je suis très heureux de vous accueillir tous au nom du Forum de Paris. Et cette session est une session que nous appelons de plaidoyer. In English, we say it's a plea session. It's probably more chic than in French. And it means that it's an opportunity for each of you, heads of state and government, to give in 10 minutes or something like that, 12 minutes, a summary of what you believe in, what you would like your message to be to the rest of the world. We will start with His Excellency, the President of Niger, Mr. Issoufou, then His Excellency, the Prime Minister of Algeria, Mr. Ouyaya, and then His Excellency, the Prince of Monaco. First, please, President Issoufou. Altesse, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de remercier naturellement le président Emmanuel Macron pour avoir bien voulu honorer le Niger en nous associant à la célébration du centenaire de l'armistice du 11 novembre qui avait mis fin à la Première Guerre mondiale. Permettez-moi également de saluer l'opportunité et la pertinence de l'organisation d'un forum sur la paix et la sécurité en marge de cet important événement. En effet, on ne peut trouver meilleure occasion pour discuter d'un tel thème que cette première guerre totale de l'histoire, dans laquelle les belligérants se sont affrontés avec des armes nouvelles, dans les airs, sur terre, sur et sous les mers. Les conséquences de cette guerre sur le plan humain, des millions de morts et de blessés, sur le plan matériel et sur le plan financier, ruine et endettement des belligérants ont été catastrophiques, avec à la clé le déclin de tous les belligérants. Comme d'autres guerres avant elle, cette guerre n'a pas amené l'humanité à comprendre et à conclure définitivement que la paix est généralement toujours plus avantageuse que la guerre. Je suis convaincu que même les progrès scientifiques et techniques que certains conflits ont pu permettre auraient été réalisés par l'humanité dans la paix, comme beaucoup d'exemples le prouvent. Non seulement une telle leçon n'a pas été tirée, mais une autre guerre en a été une des conséquences. La Seconde Guerre mondiale, conflit le plus meurtrier et le plus destructeur de l'histoire de l'humanité. Mesdames et Messieurs, la guerre, dit-on, est la poursuite de la politique au sens large, par d'autres moyens. En effet, l'histoire de toutes les guerres confirme qu'elles ont été entreprises pour des raisons politiques, économiques, sociales ou culturelles, notamment religieuses. Or, ces causes sont permanentes au sein des sociétés et dans les relations internationales. Par conséquent, pour conjurer les guerres, il faut des institutions étatiques et internationales capables d'imposer la paix et d'assurer la sécurité. C'est certainement pour cette raison qu'à la fin du second conflit mondial, ont été mises en place l'Organisation des Nations Unies
et les institutions de Bretton Woods pour assurer la stabilité et la croissance économique mondiale, d'une part, la paix et la sécurité collective, d'autre part. Aujourd'hui, nous faisons face à des situations nouvelles. En effet, depuis 1945, des nations nouvellement indépendantes sont nées. La guerre froide qui opposait deux superpuissances est terminée depuis bientôt 30 ans, avec l'apparition de nouvelles puissances, y compris nucléaires, et de pays émergents. Le monde est devenu plus multipolaire. Le monde connaît une nouvelle révolution industrielle, celle des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Notre planète est de plus en plus menacée par les conséquences du changement climatique. Le défi démographique et les phénomènes migratoires deviennent préoccupants. Le conflit israélo-palestinien s'enlise chaque jour davantage. De nouveaux acteurs non étatiques apparaissent désormais dans les conflits, qui deviennent de plus en plus asymétriques, notamment le terrorisme. Par ailleurs, depuis 1945, le monde est devenu plus riche, mais les inégalités sont devenues plus fortes. Une égalité plus forte entre pays riches et pays pauvres. Pays riches qui, avec 16% de la population mondiale, disposent de 70% de la richesse mondiale. Une égalité plus forte à l'intérieur des pays. En Afrique subsaharienne, les 10% les plus riches possèdent 54% de la richesse nationale. Les 10% de la planète les plus riches posséderaient 83% de la richesse mondiale, tandis que les 62 personnes les plus riches posséderaient l'équivalent du revenu des 3,6 milliards les plus pauvres. Il semble que pendant les 40 dernières années, les 1% les plus riches ont profité 2 fois plus de la croissance des revenus que les 50% les plus pauvres. On note aussi que 11% de la population mondiale n'ont pas accès à l'eau potable. Une personne sur 7 n'a pas accès à l'électricité. 800 millions de personnes souffrent de sous-alimentation et que dans les pays pauvres, un enfant a une chance sur 6 de mourir avant l'âge de 5 ans contre une chance sur 165 dans les pays riches. Quand on ajoute à toutes ces statistiques les flux financiers illicites et les capitaux spéculatifs qui circulent dans le monde, nous sommes loin du monde juste et humain que nous voulons. Mesdames et messieurs, comme nous venons de le voir, la situation internationale est devenue très complexe. En particulier, tout doit être mis en œuvre pour éviter que la lutte contre le terrorisme soit perçue comme un choc entre civilisations. Huntington a écrit, je cite, « Les grandes causes de division de l'humanité et les principales sources de conflits seront culturelles. Le choc des civilisations dominera la politique mondiale. Les lignes de fracture entre civilisations seront les lignes de front de l'avenir. » Fin de citation. J'espère que pour assurer la paix, j'espère qu'il n'en sera pas ainsi. Je fonde l'espoir que pour assurer la paix et la sécurité collective, pour surmonter les défis qui se posent aujourd'hui à l'humanité, les institutions internationales mises en place en 1945 vont être réformées, sinon même refondées, parce qu'elles ne sont plus adaptées aux réalités mondiales actuelles. Elles présentent en effet des faiblesses, amplifiées par ailleurs par le recul du multilatéralisme et le retour au protectionnisme.
Au Sahel, nous en faisons aujourd'hui les frais, car en dépit de la demande pressante des pays membres du G5 Sahel, nous n'arrivons pas à mobiliser la solidarité internationale en vue d'un soutien multilatéral durable à la force conjointe mise en place pour lutter contre le terrorisme et le crime organisé. Pourtant, c'est bien le Conseil de sécurité qui a pris la décision d'intervenir en Libye, ce qui a abouti non seulement à créer une situation de chaos dans ce pays, mais aussi à amplifier toutes les menaces auxquelles le Sahel et le bassin du lac Tchad sont confrontés. Aussi, le présent forum sur la paix et la sécurité est-il la tribune idéale pour rappeler à la communauté internationale ses devoirs de solidarité vis-à-vis du Sahel, dont les États investissent des ressources financières sans rapport avec leur capacité financière pour assurer la paix et la sécurité, ce bien public mondial face à des menaces sans frontières. Mesdames et messieurs, que le Sahel ne bénéficie pas pleinement de la solidarité internationale, cela n'est pas dû seulement au recul du multilatéralisme. En vérité, comme nous l'avons déjà dit, les Nations Unies doivent être réformées. Plus précisément, afin de rendre la gouvernance politique mondiale plus démocratique, le Conseil de sécurité doit être élargi et les prérogatives de l'Assemblée générale renforcées. Le chaos créé en Libye me renforce dans cette conviction, de la même façon que l'accroissement des inégalités dans le monde et le défi migratoire me renforce dans la conviction que le monde a besoin d'une gouvernance économique plus juste. Cela implique la réforme des institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, sans oublier l'Organisation mondiale du commerce. Mesdames et messieurs, permettez-moi de renouveler encore une fois mes chaleureuses félicitations au président Macron pour la parfaite organisation de la célébration du centenaire de l'armistice du 11 novembre, mettant fin à la Première Guerre mondiale, et la parfaite organisation du présent forum. Permettez-moi de rappeler que la science démontre et l'expérience historique confirme que la rivalité et la violence sont inscrites dans les gènes de l'homme. Par conséquent, il faut des institutions démocratiques fortes, au niveau national comme au niveau international, pour imposer la paix et la sécurité dans le monde. Permettez-moi enfin de finir ce plaidoyer par ce mot de Nelson Mandela. Je cite: « Personne ne pourra se reposer en paix tant que les gens seront courbés par le poids de la faim, des maladies, du manque d'éducation, et tant que des millions d'autres personnes à travers le monde vivront dans l'insécurité et la crainte quotidienne. » Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Général. Je voudrais maintenant demander à Son Excellence, Monsieur Ouiaya, Premier ministre d'Algérie, de bien vouloir s'exprimer. Votre Altesse, Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord, au nom du Président Abdelaziz Bouteflika, exprimer à travers les responsables français ici présents nos remerciements au Président Macron pour avoir invité l'Algérie à prendre part à la commémoration du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918 ainsi qu'au Forum de Paris sur la paix. La Première Guerre mondiale a coûté au peuple algérien alors colonisé des dizaines de milliers de morts. Je m'incline ici à leur mémoire
ainsi qu'à la mémoire de toutes les victimes de ce conflit. Nous saluons l'initiative de la France d'avoir convié ce forum sur la paix, car il n'est de moment plus propice que ce jour commémoratif pour réfléchir encore ensemble aux voies et moyens de prévenir les guerres et les conflits. Excellences, Mesdames et Messieurs, le peuple algérien a subi les horreurs de la guerre pour recouvrer son indépendance au prix de 1,5 million de morts, de millions de victimes et de déplacés et de lourdes destructions. Plus récemment, l'Algérie a affronté solitairement le terrorisme avec comme conséquence des dizaines de milliers de victimes et des milliards de dollars de pertes. Elle a surmonté cette tragédie grâce au sacrifice de son peuple, mais aussi grâce à la politique lucide de paix et de réconciliation nationale promue par le président Bouteflika et consacrée par la nation souveraine. L'Algérie a également contribué au fil des décennies, à travers ses médiations sollicitées, au dénouement de conflits et de crises au Liban, au Moyen-Orient, dans la corne de l'Afrique entre l'Érythrée et l'Éthiopie, ainsi qu'au Sahel et notamment au Mali. Voilà pourquoi ma délégation a choisi de plaider brièvement devant vous sur le thème de la paix et de la sécurité, et cela autour de 4 thèmes. Je n'aborderai pas de questions spécifiques, je partagerai avec vous le point de vue de l'Algérie sur la manière peut-être avec laquelle la communauté internationale ensemble peut faire mieux en matière de paix et de sécurité internationale. À ce titre, et en premier lieu, l'Organisation des Nations Unies doit conserver un rôle central dans la promotion et la préservation de la paix et de la sécurité. Cela exige le respect des principes fondamentaux de la charte de l'organisation, notamment le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le règlement pacifique des différends et des conflits, le respect de la souveraineté des États et de leur intégrité territoriale, ainsi que la non-ingérence dans leurs affaires intérieures. Ces principes méritent d'être rappelés, car non seulement ils demeurent bafoués dans de nombreuses situations, mais de plus, il leur a même été opposé des concepts nouveaux de devoir d'ingérence ou de devoir de protéger, des approches nouvelles qui ont eu des conséquences désastreuses dans plusieurs régions du monde. En outre, nous devons tous offrir notre plein soutien sans calculs nationaux aux différents représentants du secrétaire général de l'ONU et du Conseil de sécurité nommés pour le règlement des conflits. C'est là une condition indispensable et malheureusement trop souvent, des agendas nationaux empêchent le mandat des Nations Unies de trouver son reflet sur le terrain et empêchent la force de l'ONU de pouvoir peser sur les belligérants, même quand ils sont des enfants du même pays. En second lieu, le monde a besoin d'une coopération internationale plus active contre le terrorisme et le crime transnational organisé. Il n'y a pas de bons terroristes et de mauvais terroristes. Là également, les agendas nationaux ont parfois été coûtés et sèment la confusion sur la solidarité internationale contre le terrorisme. En la matière, les Nations Unies doivent donc approfondir le travail déjà entamé et veiller à une mise en œuvre stricte des décisions qui en découleront. En troisième lieu, la communauté internationale doit faire barrage aux divisions et aux extrémismes qui pointent ici et là. L'islam, religion de paix et de concorde, ne doit pas être outragé au motif de crimes de terroristes qui sont d'abord les ennemis de l'islam. À cette fin, l'Algérie plaide pour le dialogue des civilisations et pour l'affirmation de la culture du vivre ensemble dans la paix. Et mon pays est fier d'avoir porté ces deux concepts aux Nations Unies et d'avoir vu l'Assemblée générale leur dédier une journée mondiale.
En quatrième lieu, enfin, l'aide au développement et la lutte contre la pauvreté exigent plus d'actes concrets de la part de la communauté internationale. C'est par le développement que nous extirperons les racines du désespoir, du terrorisme et de la migration. Aujourd'hui, au Sahel, par exemple, il y a des bandes de criminels enrichis par la drogue qui ont des capacités financières supérieures aux États de la région. C'est par le développement que nous extirperons donc les racines du désespoir, du terrorisme et de la migration. C'est d'ailleurs là une vision et une démarche qui mobilise l'Union africaine en direction du reste du monde et nous osons espérer que le monde y répondra. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Premier ministre. Son Altesse le Prince de Monaco. Monseigneur. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis. Monsieur le Président Macron nous réunit aujourd'hui à l'occasion du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale qui marque le lancement du premier forum de Paris sur la paix. Nous pouvons tous le remercier de cette initiative. Ce forum nous invite à définir une gouvernance responsable et solidaire au profit de nos contemporains et des générations à venir. Les événements de l'histoire, plus particulièrement ceux du siècle dernier, méritent d'être commémorés et leurs leçons tirées. Vous vous interrogez sans doute sur le rôle d'un petit État comme la principauté de Monaco peut jouer dans le concert des nations. Une souveraineté dépourvue de forces militaires de masse qui a peu de terre mais qui peut avoir beaucoup de ciel, pour reprendre les mots de l'écrivain français pacifiste Jean Giono. Peut-elle avoir Peut-elle avoir par elle seule, force de l'esprit, une voix dans le système international? L'histoire en témoigne. Mon trisaïeul, le prince Albert Ier, s'est efforcé de donner corps et réalité à cette voix singulière. Alerté sur les risques d'une dégénérescence de la relation franco-allemande, il participe à partir de 1898 aux régates de Kiel, qui s'imposent comme un rendez-vous sportif mondain, mais aussi et surtout un rendez-vous diplomatique. Il y est souvent accompagné de personnalités politiques françaises, ministres et parlementaires, afin de favoriser les échanges informels avec le Kaiser et ses familiers. Lorsqu'éclate une crise grave en 1905 à propos du Maroc, il joue de ses relations et de ses bons offices pour instaurer une discussion lors d'une conférence internationale à Algésiras qui repousse l'échéance d'un affrontement direct. Durant tout son règne, il développe une politique d'accueil de congrès internationaux à Monaco dans de nombreux domaines afin de tempérer les méfiances réciproques et contourner les nationalismes virulents, en favorisant les rencontres et les travaux de spécialistes de nations réputées rivales. En 1903, Albert Ier crée un Institut international de la paix, organisation non gouvernementale qui élabore des modèles d'arbitrage de conflits. Le 28 juin 1914, mon trisaïeul est à Kiel avec l'empereur lorsqu'ils apprennent la nouvelle de l'attentat de Sarajevo. De retour d'Allemagne, il dresse bilans et perspectives de ses pensées et de ses actions dans un texte intitulé « Réflexion sur 16 années de visite à Kiel » qu'il remet le 13 juillet 1914 au président de la République française d'alors, Raymond Poincaré, ainsi qu'une copie à Aristide Briand. Sa vision d'entente franco-allemande passe pour de la candeur aux yeux de Poincaré, à un moment où la marche à la guerre paraît inéluctable du fait de l'engrenage des systèmes d'alliance. Aujourd'hui, elle nous paraît presque prophétique et annonciatrice des bases de la reconstruction européenne de l'après-Seconde Guerre mondiale. Il y plaide une discussion de haut niveau pour un sommet de chefs d'État qui contournerait les agitations et les jusqu'au-boutismes périphériques. Parallèlement, Albert Ier s'adresse au Kaiser pour proposer que des délégués qui représentent chacune des puissances engagées se réunissent en permanence soit à Monaco, soit dans le domaine de marché, domaine familial qui est dans l'Aisne, afin que, je cite, de suspendre la marche des événements avant que des catastrophes irréparables s'accomplissent. Mon trisaïeul a voulu montrer, dans des circonstances particulièrement difficiles, marquées par l'affrontement de deux grands systèmes d'alliance qui ont conduit à un conflit généralisé, que sa position de chef d'un État, qui ne pouvait être belligérant,
lui donner un rôle et même un devoir singulier de facilitateur, de médiateur et de défenseur de la paix. Au-delà de son engagement en faveur de la paix entre les nations, le prince Albert Ier était surnommé le prince savant. Il s'est en effet passionné pour l'exploration des océans. Il a organisé de nombreuses expéditions scientifiques, devenant l'un des pères de l'océanographie moderne, et s'est distingué par son approche protectrice en faveur des océans, dans laquelle j'inscris également mes pas. Aujourd'hui, les questions environnementales, les rivalités pour le contrôle des ressources sont au cœur de nombreux conflits planétaires. Aussi, le sillage du prince Albert Ier, son inlassable volontarisme et sa méthode peuvent nous guider, je le crois fermement. C'est la raison pour laquelle je tente inlassablement, je dirais, de sensibiliser chefs d'État et de gouvernement à l'urgence environnementale. La bataille des idées est loin d'être gagnée, mais la prise de conscience qui a lieu actuellement doit pousser les leaders internationaux à des actions concrètes afin d'éviter un funeste et inéluctable engrenage. Certains modes de vie, modes de consommation et de production épuisent les ressources de la planète et mettent en péril son équilibre dont dépend notre vie, notre survie. Nous sommes à présent confrontés aux conséquences de l'utilisation effrénée de ces biens si précieux et si vitaux qui pourraient mettre en péril la paix et la sécurité internationale. Le programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNU, a établi qu'au moins 40% des conflits internes qui ont éclaté au cours de ces 60 dernières années ont d'une façon ou d'une autre été liés aux ressources naturelles. Si le lien historique entre ressources naturelles et conflits n'est donc plus à démontrer, la nature des nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés ne peut qu'exacerber les tensions existantes ou en faire apparaître de nouvelles. Réchauffement climatique, vagues de chaleur, extinction d'espèces, perte de la biodiversité, pénurie d'eau, brutalité de catastrophes naturelles de plus en plus nombreuses et de plus en plus dévastatrices, déstabilisation des calottes polaires, montée des océans qui auront sur le long terme des effets délétères sur notre environnement. Tels sont les enjeux qui doivent être pris en considération. Entre autres conséquences, le risque de disparition des petits États insulaires et la question des réfugiés climatiques démontrent, s'il en était besoin, que cette question dépasse l'aspect purement écologique. La parution, le 8 octobre dernier, du résumé du rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, qui expose les conséquences d'un réchauffement des températures au-delà des 1,5 degrés par rapport au niveau pré-industriel, met en exergue des preuves scientifiques irréfutables. Pour les experts, limiter la hausse de 1,5 degré exige une réduction des émissions de CO2 de 45% d'ici à 2030 et la réalisation d'une neutralité carbone en 2050. Autrement dit, il n'existe pas d'autre alternative. Il faudra cesser d'émettre dans l'atmosphère plus de CO2 qu'on ne peut en retirer. C'est l'enjeu principal de l'accord de Paris dont la France est le fervent défenseur. J'ai souhaité que la principauté de Monaco soit exemplaire sur les changements nécessaires, par tous les moyens, tant par l'action de mon gouvernement que par celle de ma fondation. J'ai impulsé une transition énergétique majeure afin de respecter notre engagement de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici à 2030 et de neutralité carbone à l'horizon 2050. Pour y parvenir, j'ai donné les orientations nécessaires à mon gouvernement pour mettre en place le livre blanc de la transition énergétique, une mission pour la transition énergétique et un fonds vert national dont le caractère innovant est d'y avoir associé le tissu social monégasque dans son ensemble. Le plan d'action porte principalement sur 3 secteurs les plus polluants que sont la mobilité, le traitement des déchets et la dépense énergétique dans la construction. À eux 3, ils représentent près de 90% des émissions de la principauté. Monaco met également un combat contre le plastique, débuté en mars 2015 avec l'interdiction des sacs plastiques à usage unique, que nous entendons poursuivre avec l'implication des commerçants et de la population de la principauté. Par sa position géographique, c'est naturellement vers la mer que Monaco se tourne,
C'est pourquoi j'ai voulu, sur les traces du prince Albert Ier, faire de la défense des océans l'un des engagements prioritaires de mon pays. La principauté s'investit avec ses partenaires méditerranéens pour préserver les richesses de cette mer qui a contribué à définir, à travers les siècles, l'identité des peuples qui l'abordent. Par le biais d'une coopération forte, concrète, innovante, de création de sanctuaires marins et d'aires marines protégées et d'un fonds fiduciaire pour les financer, d'exercices communs visant à lutter contre les pollutions, nous sommes parvenus à forger un partenariat efficace. Au-delà de cet engagement dans la région méditerranéenne, j'ai tenu à ce que l'action de la principauté s'inscrive de manière plus large en faveur des mers et des océans. Régulateurs du climat, les océans sont aussi source de vie pour des millions d'entre nous. Sécurité alimentaire, transport, tourisme, énergie, tant d'enjeux vitaux qui ne concernent pas seulement les populations des pays côtiers, mais bien la communauté internationale tout entière. Des enjeux qui requièrent donc une résonance multilatérale et multidimensionnelle. En 2015, j'ai milité pour que le lien climat-océan soit reconnu. Avec le soutien à la mobilisation d'un grand nombre de pays et d'acteurs aussi déterminés, le GIEC a été convaincu de la nécessité de produire un rapport spécial sur les océans. Un rapport de cette nature qui portera sur l'océan et sur la cryosphère apparaît crucial à la lumière des phénomènes tels que l'acidification, l'élévation du niveau de la mer et les menaces qui pèsent sur la biodiversité et les ressources marines. Ce rapport sera présenté à Monaco en septembre de l'année prochaine et permettra, nous l'espérons tous, de faire état des solutions et des politiques publiques à mettre en œuvre, notamment au profit des pays insulaires et des régions côtières plus vulnérables. La défense des mers et des océans est également l'objectif de reconnecter l'humanité et la mer. Tel est le slogan du projet des explorations de Monaco que j'ai lancé il y a plus d'un an. Il est à mon sens de première importance de parfaire une recherche scientifique dans des mers encore peu explorées, dont la richesse de la biodiversité reste encore à découvrir, et de connaître les effets des activités anthropiques. Découvrir et sensibiliser aux fins de mieux protéger nos mers de façon durable, c'est ce à quoi les explorations de Monaco s'emploient. C'est aussi le sens de l'engagement de Monaco depuis le 4 juillet dernier à la coprésidence assumée conjointement avec ses partenaires australiens et indonésiens du secrétariat de l'ICRI, de l'Initiative internationale pour les récifs coralliens, pour lutter contre la dégradation des systèmes coralliens qui sont vitaux, comme vous le savez, à bien des égards. Vous l'avez compris, la gouvernance dont nous avons besoin doit être fondée sur l'expertise scientifique et sur la mise en œuvre de solutions et d'actions adaptées. La meilleure information scientifique doit guider toute prise de décision, tant au niveau régional qu'au niveau international, et notamment lorsqu'il s'agit de la conservation et de l'utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale. La haute mer, et le secrétaire général des Nations Unies y a fait allusion, est un bien commun qu'il convient de protéger. C'est le noble objectif des négociations en cours à l'ONU, auxquelles la principauté de Monaco participe activement, et qui devront aboutir à un cadre juridique pour assurer la conservation de la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales. L'effort national de chaque pays doit s'inscrire dans le cadre multilatéral. Il doit constituer, avec la somme de toutes ses contributions et la solution globale, sans oublier une approche participative, inclusive et transparente, qui prenne en compte l'éthique et la justice sociale, respectueuse des modes de vie de celles et ceux qui sont tributaires de l'exploitation durable des océans sains et productifs. Je suis reconnaissant à la présidence canadienne du G7 d'avoir bien voulu porter la thématique des océans au plus haut niveau politique de l'agenda international. La nomination par le secrétaire général des Nations Unies du premier envoyé spécial pour les océans, M. Peter Thompson, l'année dernière, est un signe de cette reconnaissance. J'ai tenu à l'accueillir au sein de la Maison des Océans à Paris
pour lui témoigner du soutien de la principauté en faveur de la mise en œuvre de l'objectif numéro 14, de l'objectif de développement durable numéro 14, consacré aux océans et aux ressources marines. Toute initiative visant à protéger notre bien commun, le plus cher par excellence, notre planète, doit être soutenue. Toutes les actions de préservation doivent s'inscrire dans la politique des États, des agents économiques et de l'ensemble des décideurs de la société civile. C'est une absolue nécessité. L'avenir se joue donc dès à présent. Face à l'ampleur de la tâche, il convient d'agir de façon concertée. J'en appelle, comme d'autres l'ont fait avant moi, à une gouvernance où chacun, à sa place, assume pleinement son rôle afin de sauvegarder notre planète et de préserver les peuples de risques de tensions ou de conflits. Je vous remercie beaucoup. Merci, Monseigneur. Merci, Monseigneur. Merci à tous les trois de ces messages qui, je crois, concordaient dans l'inquiétude vis-à-vis de la paix et l'inquiétude vis-à-vis de l'état de notre planète. Mais en même temps, message d'espoir et surtout de volontarisme, puisque les uns et les autres, vous avez redit votre foi dans la coopération internationale, tout en indiquant que cette coopération internationale requérait des efforts nouveaux et ne pouvait pas se contenter de mettre en œuvre les instruments tels qu'ils existent. Je vous suis infiniment reconnaissant de ces trois plaidoyers particulièrement convaincants et je crois concordants.